Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J pour ce lundi, nouvelle semaine, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, rabbin appartenant à l'organisation juive libérale Judaïsme en mouvement et de l'Union libérale israélite de France, directrice de la rédaction de la revue de pensée juive Ténoua, philosophe, écrivaine, chevalière de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite et de l'Ordre des arts et des lettres. Delphine Orviller vient nous faire découvrir son dernier chef-d'œuvre, Il n'y a pas de Hajar, aux éditions Grasset, un monologue contre l'identité et un hommage à Émile Ajar, pseudonyme de Romain Gary, lui-même étant un pseudonyme. Un texte d'ailleurs mis en scène dès aujourd'hui au théâtre des Plateaux Sauvages à Paris et dans quelques mois au théâtre du Rond-Point. L'occasion alors de parler de cette fameuse identité ensemble qui nous convoque tous. Et c'est aujourd'hui en direct sur radioj.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Avec nous, c'est la première fois qu'on se voit, qu'on va discuter ensemble et sachez que j'en suis ravie. J'aurais adoré vous avoir pour vivre avec nos morts parce que je sais que nous aurions beaucoup de choses à nous dire, mais j'ai été très touchée par ce livre Il n'y a pas de Hajar parce que il fait référence à ce que vous appelez votre e-book et on va avoir le temps d'en parler ensemble. Ce livre, donc Il n'y a pas de Hajar, sorti aux éditions Grasset, dont on va parler longuement, mais d'abord, ce qui nous intéresse aussi, c'est qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Alors, on va commencer. Et d'ailleurs, je crois qu'on va peut-être déjà s'arrêter là, car je crois savoir que dans notre religion, le verbe être au présent n'existe pas. Oui, effectivement, c'est une loi grammaticale qui m'est très chère. Un principe qui nous invite à réfléchir. Vous savez, en hébreu, on peut dire j'étais, on peut dire je serai. Il y a de l'abouti, de l'inabouti, de l'inachevé, mais il n'y a aucune façon de dire je suis. En fait, le verbe être au présent disparaît. Et je trouve qu'il y a là un message intéressant, particulièrement dans un contexte où tellement de gens sont obsédés par leurs identités, par le fait d'être vraiment, authentiquement quelque chose. L'hébreu semble nous dire méfie-toi de cette stabilité, de ces certitudes. On est toutes et tous toujours en chemin. En chemin, c'est vrai, c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Vient alors toute la question de l'identité que nous allons évoquer sous toutes les coutures. Mais pour ce que nous croyons savoir de vous, Delphine Orviller, vous êtes née le 8 novembre 1974 à Nancy. Vous avez grandi au sein d'une famille juive pratiquante, profondément républicaine. Si c'est bien cela, il ne faut pas hésiter à me corriger. Oui, disons traditionnaliste. Mon grand-père avait suivi la formation rabbinique orthodoxe de la rue Vauquelin. Il était finalement devenu proviseur d'un grand lycée de la République. Mon père est président d'une communauté dans l'est de la France. Voilà, un judaïsme traditionnel. Un judaïsme traditionnel. Vous parlez très peu de vos parents, de votre maman, de votre papa. J'ai essayé de gratter un peu. Pas grand-chose. Qui sont-ils, Delphine Orviller ? Effectivement, j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui. Mon père est médecin à la retraite maintenant et président de communauté. Ma mère a été enseignante, elle est elle aussi à la retraite. Ils vivent en Champagne, là où j'ai grandi, dans une communauté tout près de Reims. J'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir pour rabbin, quand j'étais enfant, Chaim Corsia, le grand rabbin de France, qui était le rabbin de Reims très longtemps, notamment quand j'étais adolescente et que je vivais encore en Champagne. Mes parents vivent toujours là-bas. Mon frère, lui, vit à New York. On est tous partis s'installer dans des endroits très différents. Moi, je suis partie en Israël et puis à New York et maintenant de retour en France. Et mes parents, eux, sont restés dans l'est de la France. Alors, vous avez beaucoup parlé de vos grands-parents, foison d'informations sur eux, vos grands-parents paternels d'origine originaires d'Alsace-Lorraine et vos grands-parents maternels issus des Carpates. Ce sont des survivants des camps de concentration où ils avaient perdu chacun conjoint et enfant, si c'est bien cela. Ils ont migré ensuite en France et fondé une famille. C'est du côté donc de votre maman. C'est dans ce contexte que vous vous êtes construit, Delphine Orviller, proche de vos grands-parents, j'imagine, comme bon nombre d'entre nous quand on est proche souvent des grands-parents du côté maternel. Oui, en fait, moi j'ai surtout l'impression de m'être construite entre ces deux histoires non conciliables. Il y avait l'histoire de la famille de mon père, qui était une histoire de juifs français d'Alsace-Lorraine, très ancrés, attachés à la République, à la laïcité, profondément reconnaissants à l'égard des justes qui les avaient sauvés pendant la guerre, et puis très installés, d'une certaine manière très sédentarisés. Et puis de l'autre côté, l'histoire arrachée et endeuillée de la famille de ma mère,
Mes grands-parents maternels, je les voyais beaucoup moins que mes grands-parents paternels parce que je crois qu'on me tenait un peu à distance de cette histoire, comme un peu une forme de superstition, comme pour me protéger de la morbidité des fantômes qui les hantaient. Mais en tout cas, il m'a semblé qu'enfant et très jeune, je me sentais comme à cheval entre ces histoires, entre deux histoires non conciliables, parce que l'une d'entre elles disait aie confiance en l'autre, et l'autre histoire disait méfie-toi de l'autre. Et voilà, j'ai tenté enfant, en tout cas, de réconcilier ces paroles et ce silence, de trouver ma place entre ces deux narratifs. Et ça a sans doute beaucoup à voir avec celle que je suis devenue, y compris avec le rabbin que je suis devenue. Tout ça, c'est des histoires d'interprétation, en fait, l'interprétation des textes et l'interprétation des silences de nos familles ou des paroles des nôtres, c'est un peu la même chose. C'est un exercice sacré. Il y a d'une part le silence du côté de votre famille maternelle et d'une autre part, si j'ai bien compris, c'est du côté de votre papa que votre grand-père est proche de l'éducation et il y a une formation de rabbin. Donc ces deux univers s'entrechoquent dans votre enfance. Pourquoi avoir choisi la mouvance libérale ? En fait, moi, j'ai jamais choisi une mouvance, c'est-à-dire que je me suis toujours considérée comme juive et j'ai eu la joie de découvrir à quel point le judaïsme se déclinait par toutes ses sensibilités. J'ai vécu longtemps en Israël et j'ai découvert les judaïsmes israéliens et puis j'ai eu la chance d'aller étudier à New York, d'abord dans une yeshiva qu'on qualifierait de orthodoxe moderne, qui s'appelle Drisha à New York, et puis ensuite j'ai découvert le mouvement Massorti et le mouvement libéral aux États-Unis. Et en fait, je me suis jamais sentie, moi, attachée à, comme on aime tellement le faire en France, à un adjectif, à un qualificatif qui vous enfermerait dans une maison. Moi, j'adore l'idée qu'on puisse évoluer au sein de ces différentes dénominations. Et finalement, j'ai choisi de suivre un séminaire libéral et d'y obtenir une smira, une ordination rabbinique. Mais c'est vrai que j'adore l'idée du dialogue entre les dénominations juives. C'est plutôt que depuis que je suis rentrée en France, donc maintenant ça fait 15 ans, que tellement souvent les gens essaient de vous mettre je dirais un autocollant sur votre t-shirt. Tout à coup, vous devenez la figure de proue d'une dénomination. Moi, j'ai une profonde estime et beaucoup de tendresse pour toutes les dénominations juives. Certains me le rendent, d'autres moins. Enfin, je vois bien effectivement que chez certains, c'est très très problématique. La sensibilité progressiste ou libérale semble leur poser un problème fondamental, comme s'il s'agissait d'un judaïsme moins authentique que les autres. Moi, je crois qu'il n'existe pas de judaïsme authentique. Je crois qu'il existe des voix juives, elles ont toujours existé et c'est dans leur rencontre et dans le débat entre eux qu'on grandit tous. Alors justement, on va parler de ça parce que c'est aussi au cœur de votre livre où il y a beaucoup de pensées juives et d'identité, très important, un livre à découvrir, je le rappelle, il n'y a pas de hasard, on va en parler longuement, mais d'abord dans votre jeunesse, c'est marrant parce que vous entamez des études de médecine à l'université hébraïque de Jérusalem sans les terminer. Votre grand-père n'y croit pas d'ailleurs, il vous dit que vous êtes fait pour autre chose et vous avez une petite période pendant laquelle vous êtes mannequin, vous quittez la ville d'Israël suite à l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin, puis vous rentrez en France, vous étudiez le journalisme au CELSA à Paris et vous allez voyager, vous l'avez évoqué, et vous travaillez comme journaliste pendant pas mal de temps. Oui, vous savez, le mot, on parlait de l'hébreu tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de verbe être au présent. Il y a une autre particularité en hébreu, c'est qu'il y a des mots qui existent qu'au pluriel. Et l'un d'entre eux, c'est le mot chaim, la vie. La vie, ça n'existe pas au singulier en hébreu, c'est toujours un pluriel. Et moi, c'est vrai que j'en ai fait l'expérience de bien des manières à travers mes déplacements géographiques et mes changements d'avis, ce qui rendait parfois sans doute un peu dingue mes parents, qui auraient bien aimé, comme tous les parents, voilà, que leur enfant se stabilise quelque part. Moi, j'ai changé d'avis plein de fois. J'ai commencé des études de médecine et après, j'ai fait de la recherche aussi pendant un certain temps, notamment à l'Institut Pasteur. Et puis après, j'ai effectivement fait un master de journalisme et j'ai travaillé à la radio, et j'ai travaillé à la télé et j'ai voyagé. Et tout ça, en réalité, étaient des tentatives de me trouver. Je dis souvent, un peu sur le mode de la plaisanterie, mais pas complètement, qu'il y a plein de points communs entre la médecine et le journalisme, et même le rabbinat. C'est le fait d'approcher l'autre comme un texte sacré, le fait d'être à l'écoute de l'autre, comme peut l'être le journaliste, comme l'est absolument le thérapeute et le médecin. C'est aussi le cœur de mon engagement rabbinique aujourd'hui, accueillir le récit de l'autre, le traduire parfois dans une autre langue. Donc voilà, j'ai changé de chemin, changé d'avis, et je suis très très reconnaissante jusqu'à aujourd'hui à ma famille qui m'a laissé faire ce chemin et qui finalement a soutenu mes sorties de route.
Vos sorties de route multiples. Et donc, vous expliquez assez bien dans ce livre et aujourd'hui sur notre antenne que nous pouvons être multiples et qu'il n'est pas question de se mettre des étiquettes quand on a une identité ou qu'on croit connaître cette identité. Il s'avère que nous sommes bien plus encore. La question donc de cette identité, Delphine Orwiller, dans ce livre, il n'y a pas de hasard. Sorti aux éditions Grasset, cette identité qui divise si souvent et rassemble certains à la fois dans une France politisée dans sa mixité. Après votre livre en tenue d'Ève, Féminin, pudeur et judaïsme, publié en 2013, vous explorez d'une part, la place de la femme dans la religion. L'année dernière, un traité de consolation baptisé « Vivre avec nos morts ». Vous expliquez comment votre rôle de rabbin était lié avec la mort des autres, mais aussi des vôtres. Désormais, vous sortez donc ce livre, un monologue contre l'identité. Pourquoi avoir voulu parler de cela aujourd'hui ? D'abord, je veux dire que c'est assez lié à mon livre précédent, pour ne rien vous cacher. En fait, Vivre avec nos morts est un livre qui a été assez lourd à porter et il a rencontré un succès important qui, je dois dire, m'a étonnée moi-même. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle réponse à ce livre, Vivre avec nos morts. C'est un livre qui a été lourd à porter parce que il a déclenché parfois des réactions très puissantes de la part de lecteurs et une forme de transfert même parfois. Sur moi, j'ai reçu des courriers par milliers, des messages de gens qui avaient envie d'engager avec moi des discussions sur le deuil et sur la mort et me parler de leur mort, de ce que eux avaient traversé, des deuils qu'ils avaient eu à vivre. C'était un livre assez lourd et pesant et j'ai senti qu'il était temps pour moi, pour le livre suivant, de faire un pas de côté, à nouveau, une forme de sortie de route littéraire et qu'il fallait que j'écrive autrement. En fait, ceux qui ont lu mes livres précédents retrouveront dans Il n'y a pas de hasard des thèmes qui me sont très chers et que j'explore depuis des années. La question de l'altérité, la question de l'identité, c'est déjà des thèmes que j'avais évoqués dans En tenue d'Ève, le féminin comme le grand autre. Ou même dans Réflexion sur la question antisémite, je m'étais intéressée à la figure du juif comme étant la figure de l'altérité. En fait, je m'intéresse au même sujet, mais dans Il n'y a pas de hasard, j'ai changé radicalement la forme, l'expression. Il me fallait faire pour moi un pas de côté sur la forme, une expression théâtrale, un monologue théâtral, pour continuer à explorer ces thématiques, mais radicalement autrement. Mais vous parlez de ces fantômes, vous parlez de ce D-Book dont vous parliez aussi dans Vivre avec nos morts et qui revient dans ce livre, Il n'y a pas de hasard, puisque votre D-Book, votre fantôme, Delphine Orwiller, c'est Romain Gary ou encore Émile Ajar. Pourquoi cet amour pour lui ? D'où vient-il ? Eh ben, j'en sais rien en fait. Romain Gary, j'ai l'impression qu'il me hante depuis très longtemps, qu'il est présent à plein de moments de ma vie, un petit peu comme un D-Book. Qu'est-ce que c'est qu'un D-Book dans la tradition juive ? C'est une présence d'un disparu qui vous colle à la peau ou qui vous colle à l'esprit. Romain Gary m'inspire de bien des manières. À mon sens, il a une des écritures les plus juive qui soit. C'est compliqué de dire ça parce que je crois que Romain Gary, il aurait détesté qu'on dise de lui que c'était un écrivain juif. Il aurait trouvé que c'était incroyablement limitant. Il a tout fait un peu pour se soustraire à ses assignations, pour dire qu'on n'était pas que ça, pas que sa naissance, pas que ses origines. Donc je crois pas qu'il aurait apprécié qu'on le ramène à cet élément de son identité. Et pourtant, pour moi, il y a quelque chose de profondément juif dans son rapport à l'histoire, à la survie, à la promesse faite aux générations passées, et particulièrement à sa mère juive, à la façon dont il écrit dans une langue qui est à la fois la sienne et pas la sienne. Le français de Romain Gary est un français un peu décalé, c'est pas sa langue maternelle, et il crée une langue. Et il y a déjà de l'interprétation dans son écriture. Voilà, c'est pour moi un auteur formidablement inspirant. Un auteur très inspirant. Vous dites Gary est mort il y a plus de 40 ans et nous sommes toujours errants dans le désert, écrivez-vous, une longue sortie d'Égypte. Alors, qu'a-t-il de si incroyable ? En quoi Émile Ajar et votre D-Book ? J'ai envie, moi, d'y répondre, Delphine Orwiller. Vous dites dans votre livre, si je devais tenter de définir ce qui relie les passionnés de Romain Gary que j'ai pu rencontrer, je dirais qu'il y a en eux une profonde mélancolie, très exactement proportionnelle à leur passion de vivre, une vérité farouche de redonner à la vie la puissance des promesses qu'elle a faites un jour et qu'elle peine à tenir. Vous dites encore bien d'autres choses. Vous dites ne jamais finir de dire ou de se dire, refuser qu'un texte ou qu'un homme ait définitivement été compris et croire dur comme fer qu'il pourra toujours faire l'objet d'un malentendu.
Oui, voilà, il y a beaucoup d'idées qui sont chères au judaïsme. Là-dedans, vous l'entendez, la question du malentendu, c'est le cœur de l'interprétation dans la tradition juive. Si on était sûr d'entendre parfaitement les textes, de les comprendre parfaitement, ça arrêterait là l'exercice du midrash, de l'interprétation. Il faut qu'il y ait du malentendu pour que le chidouche, l'interprétation, le renouveau de sens soit possible. Et puis derrière tout cela, c'est vrai, moi, j'ai l'impression que les passionnés de Gary, en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés, ont en commun d'être tous dans une stratégie de survie. C'est-à-dire de se poser la question de comment on fait pour survivre à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit. Survivre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire survivre, rester en vie, survivre aux tragédies qui arrivent dans nos existences, mais aussi survivre en deux mots, c'est-à-dire tous les gens qui aspirent à ce que leur vie soit un peu plus grande que la vie. Ceux qui veulent survivre sont souvent touchés par Gary parce que tout dans sa littérature respire ou transpire de cette tentative. Faire que la vie soit toujours un peu plus grande que les promesses qu'elle nous a faites, que ce qu'on en a fait, de ce que les gens ont placé sur nous. Voilà, se laisser toujours la possibilité d'un plus grand, d'un transcendant. Vous dites, vous soulevez bien sûr la question de la remise en question, à mon sens, d'aussi pouvoir se définir autrement que ce qu'on nous a donné, de l'identité qu'on nous a inculquée, de celle de nos racines, des mémoires transgénérationnelles aussi, qui nous collent à la peau, et qu'on le sache ou qu'on ne sache pas d'où qu'on vienne, d'où qu'on soit, comme si on pouvait aussi s'en détacher, exister par nous-mêmes autrement que ce que l'on pense être. J'ai reçu à votre place, il y a quelques mois déjà, Yann Moix, qui nous expliquait pourquoi cet amour de la religion juive, ce à quoi il avait répondu que c'est la religion du doute et non des certitudes. Et il dit ce que j'aime le plus, ce sont les interrogations. Ce qui est très juif, en effet, mais il y a un point sur lequel, moi, Delphine Orviller, j'ai toujours été persuadée que les juifs ne se remettaient pas en cause, c'est de leur judaïsme. Alors peut-être que j'ai tort, que je me trompe, ou alors que je vois cette question trop sous l'angle séfarade. Qu'en pensez-vous ? Moi, je crois que les gens autour de nous, beaucoup d'entre nous, ne remettent pas en question leur judaïsme. Mais ce qui nous sauve, d'une certaine manière, c'est que personne ne soit capable de le définir. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire « je suis juif, je suis très juif ». Et alors, vous essayez de creuser avec eux, mais alors à quoi ça tient ? Et souvent, ils sont incapables de vous dire, est-ce qu'on est juif parce qu'on a une mère juive, un père juif, des grands-parents juifs, une histoire juive, un lien à Israël, une pratique particulière, un lien à l'hébreu? Est-ce que c'est lié au fait que nos enfants soient juifs ou que nos petits-enfants soient juifs ou qu'on le ressente? En fait, on sait bien qu'aucune de ces définitions ne finit de nous définir, en fait. Et le fait que l'identité juive échappe à la définition, en fait, est une clé extrêmement importante pour aujourd'hui, quand il y a beaucoup de gens qui sont obsédés par leur identité, qui seraient à faire de naissance quelque part, de nationalisme, de fondamentalisme, d'ancrage. Alors tout à coup, la formule juive de l'identité, elle ouvre les fenêtres et les portes, et elle dit « Ok, vous pouvez penser votre identité, elle peut compter pour vous fondamentalement, mais vous serez bien en peine de la définir une fois pour toutes, et ça peut vous sauver. » Et elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas parce que on est toujours juif et quelque chose. Évidemment, on est toujours juif, etc. On est toujours juif. 3 petits points. Notre judaïsme, il va teinter plein d'autres engagements de nos vies, mais on n'est jamais juif tout court. Enfin, j'ai envie de dire, on n'est jamais quoi que ce soit tout court. Mais c'est encore plus vrai dans le judaïsme. Ces dernières années, malheureusement, les replis communautaires, c'est comme ça qu'on les appelle, parfois les assignations identitaires, font que beaucoup de gens ne sont plus que quelque chose. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui, quand ils parlent, ne sont plus que juifs, que gays, que véganes, que chrétiens, et que sais-je encore. Alors qu'en fait, nos identités, elles sont toujours beaucoup plus millefeuilles, composites et complexes que ça. Donc il faut pouvoir réhabiliter ce 3 petits points. C'est ça. Etc. C'est ce que vous dites. Vous dites, je suis pour polluer toutes les identités, pour que puisse à nouveau circuler la conscience claire de tout ce que l'existence doit au mélange. Voilà, vous êtes pour cette multiplicité, multiplication. Oui, alors là, c'est le personnage qui dit ça. C'est un peu compliqué dans le livre, j'en suis consciente. Parce que... Eh bien, justement, Delphine Orviller, on va parler de ça. Parce que ce personnage, en fait, c'est vous, finalement. Soyons honnêtes, ce monologue dans la voix du fils rêvé, imaginé d'Émile Ajar ou de Romain Gary, en tout cas qui s'appelle Abraham Ajar, déjà, rien qu'Abraham. Il fallait aller le chercher. C'est moi, mais c'est pas tout à fait moi. C'est bien sûr un moi très en colère, un moi qui dit des choses que moi je ne penserais pas, ou en tout cas
pas comme ça, ou je n'exprimerai pas comme ça le personnage. Et c'est tout l'intérêt d'un monologue théâtral. Le personnage est exaspérant, exubérant. Il dit des choses que, bien entendu, aucun rabbin, aussi progressiste ou libéral soit-il, ne dirait, Et notamment avec beaucoup d'humour. sur la circoncision. Il y a une critique de l'identité juive très forte, mais c'est vrai que j'ai essayé avec ce personnage de pousser le bouchon un peu trop loin. C'est-à-dire de dire, voilà, déplaçons le curseur un peu, posons-nous la question de tous ces sujets qui nous irritent aujourd'hui chez les uns et chez les autres, que ce soit chez les partisans de l'identité stable ou au contraire chez ceux qu'on appelle parfois la nouvelle génération, Z, qu'on qualifie parfois d'un mot qui veut rien dire, les woke, on ne sait même pas ce qu'on classe dans ce terme. En tout cas, j'ai voulu pousser le curseur un peu plus loin et ce personnage s'autorise à l'excès pour nous aider à réfléchir sur notre temps. Alors, vous choisissez Abraham, qui, sur scène, est joué par une femme dès aujourd'hui. C'est assez marrant, Delphine Orwiller. Pourquoi ce choix ? Vous parlez beaucoup aussi de transidentité. D'ailleurs, une petite information que j'ai vue circuler, d'après Alliance.fr, il y a un enfant transgenre qui a obtenu le soutien du grand rabbin Jacob Ariel en Israël ces derniers jours. C'est un sujet très lourd, en France notamment, avec des questions sur la table. C'est un sujet, je crois, que vous avez vraiment envie d'évoquer. Oui, parce que je pense que encore une fois, on pose là la question du verbe être de tout à l'heure. L'hébreu ne connaît pas le verbe être au présent, donc conçoit qu'on est tous en chemin. Et donc, il n'y a pas de problème aujourd'hui à accompagner cette réflexion qui est tellement politique et centrale des identités, des transidentités, c'est-à-dire des gens qui se vivent comme étant en devenir. Mais se pose toujours, et c'est ce que j'essaie d'illustrer dans le livre, la question de qu'est-ce qui se passe quand on devient vraiment ce qu'on ressent ou ce qu'on pense qu'on a toujours été ? En fait, on est là encore rattrapé par un espèce de danger mortifère. Ce que je veux dire par là, c'est que nos identités, elles sont en chemin, elles sont héritées. On ne s'auto-engendre pas, on ne s'auto-crée pas, on vient de quelque part, on a une identité de naissance, quelque chose qui nous est transmis par nos parents. Ça ne veut pas dire que cette identité va nous enfermer pour toute la vie. On a la possibilité d'en faire quelque chose, mais il faut prendre en compte quand même le réel. Voilà. Et c'est ça où la discussion, j'essaie de ramener un peu de mesure dans ce débat, et vous le percevez sans doute ici, autour de cette table, qui polarise tellement. Aujourd'hui, on a l'impression que ces débats sur le genre sont tellement polarisés entre des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à se dire, entre des générations qui vivent des conflits intergénérationnels terribles. Aujourd'hui, autour de nous, on a l'impression qu'il y a d'un côté, pour caricaturer un peu, les boomers, et de l'autre, une génération Z, et que l'un et l'autre n'auraient plus rien à se dire, qu'on se comprendrait plus sur les questions de féminisme, de genre, de laïcité, d'environnement, etc. Donc j'ai voulu rétablir la connexion. Une autre question à vous poser dans un instant, Delphine Orwiller, mais je crois savoir que la culture a une grande importance pour vous. Nous allons aller à sa rencontre. Vous allez rester avec nous parce qu'on va continuer cette émission dans un instant avec donc nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous. Et nous parlerons encore un petit peu de ce livre, Il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité, sorti chez Grasset. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 15h33 sur Radio J, de retour avec nous. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Delphine Orwiller. Et vous le savez, dans cette partie d'émission, Delphine Orwiller, nous allons parler de vos goûts culturels, mais un petit peu avant, poursuivre cette discussion que nous avions ensemble autour de votre livre Il n'y a pas de hasard, sorti aux éditions Grasset. Je n'ai pas pu m'empêcher d'analyser encore autrement ce livre et de me poser cette question. Vous qui vous placez finalement, dans mon sens, à mon œil, puisqu'un livre, on se l'approprie, un peu comme l'enfant spirituel de Romain Gary ou d'Émile Ajar, s'il n'y avait pas des similitudes avec votre père, le vrai ? Je sais pas, faudrait effectivement que je réfléchisse d'un point de vue psychanalytique à ça. A priori, j'ai pas vraiment ce sentiment-là. Je cherche, mais je vous avoue que ça m'inspire rien de particulier. J'ai l'impression d'avoir eu un père j'ai un père très présent, très dans le réel. J'ai l'impression que Romain Gary était beaucoup dans la fiction. Je ne sais pas exactement quel type de père il a été, mais en tout cas, je pense assez différent du mien.
Une autre question qui me brûle les lèvres, Delphine Orviller, comment lire ce livre et ne pas se poser cette question, en tout cas encore une fois dans mon œil. Vous êtes rabbin, femme rabbine, c'est un rôle en théorie qui n'appartient qu'aux hommes quand on est un peu sous une institution patriarcale. Et vous prenez la place d'un homme dans ce monologue. Est-ce que quelque part au fond de vous, qui parlez beaucoup de cette identité, il y a une place forte du masculin, ou est-ce que vous auriez aimé finalement être un petit garçon ? C'est très précisément en fait pour moi l'inverse. C'est-à-dire que bien sûr, je suis consciente que j'ai investi un domaine qui a été pendant longtemps un domaine du masculin. Mais en réalité, plus moi je remplis cette fonction ou tente de l'exercer, plus il me semble qu'elle requiert des attributs du féminin, qui d'ailleurs n'appartiennent pas qu'aux femmes. Les hommes peuvent tout à fait les posséder, les explorer, mais qui sont du côté du féminin des qualités peut-être d'écoute, d'empathie, d'enseignement, de faire de la place à l'autre. Tout simplement, le féminin, c'est le genre de l'incomplétude, le sentiment qui a en soi un creux pour que l'autre s'y abrite. En fait, c'est une certaine un sens peut-être matriciel du féminin qui, je pense, est critique dans le rabbinat, dans l'écriture, dans toute création, dans toute fonction de créative ou artistique. J'ai envie de dire de façon un peu caricaturale qu'il faut être une femme pour écrire. Voilà. Il faut en tout cas mobiliser en soi le féminin, plus exactement. C'est joliment raconté. Peut-être alors que Romain Gary, Émile Ajar avait aussi une très forte place féminine. En tout cas, il ne féminine. cessait de dire que sa religion à lui, c'était le féminin, qu'il croyait que le féminin, c'était le possible, le peut-être, ce qui pourrait encore être. Et donc, il a été d'une certaine manière un féministe de façon avant-garde, mais je crois que ce qu'il voulait dire par féminin, encore une fois, ne concernait pas que les femmes. Voilà, il pensait que les très grandes figures de l'histoire portaient en elles, même quand elles étaient des hommes, un élément de féminité qui leur permettait d'être là où ces gens se trouvaient. C'est une raison pour laquelle il était important pour moi que ce personnage qui s'appelle Abraham et qui porte le nom du père de tous les croyants, bien sûr ce personnage que j'invente, fils supposé du pseudo Émile Ajar, soit joué par une femme, parce que c'est une façon, bien sûr, d'entrer dans la confusion des genres, mais aussi de montrer à quel point il faut pouvoir percevoir en soi le féminin pour se poser la question, chacun d'entre nous, de ce qu'on pourrait encore devenir, de l'identité infinie qui est la nôtre. Renaître à soi-même exige d'être en contact avec la part féminine en soi. Et justement, je recommande à tous nos auditeurs d'aller voir Il n'y a pas de Ajar, monologue contre l'identité, dès aujourd'hui au Théâtre des Plateaux Sauvages à Paris et dans quelques mois au Théâtre du Rond-Point. Justement, puisqu'on parle de théâtre, eh bien, nous allons y aller ensemble, Delphine Orviller, puisque tout de suite, eh bien, Christophe Barbier nous fait découvrir une pièce en particulier que vous affectionnez. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre Delphine Orviller pour découvrir Les Oiseaux que vous aimez tant et l'œuvre de Wajdi Mouawad. Dites-nous tout, Christophe. C'est un drôle d'oiseau qui intéresse votre invité d'aujourd'hui, Cyrielle, un inclassable oiseau migrateur. De son Liban originel au Théâtre de la Colline qu'il dirige, en passant par le Canada, Wajdi Mouawad a tracé un drôle de sillage théâtral dans le ciel de notre planète. Un sillage dont sa dernière création, Tous des oiseaux, au printemps dernier, est une belle illustration. D'abord, il y a chez lui la quête de l'identité. Qui suis-je est son leitmotiv, comme un prolongement de l'interrogation hamlétienne to be or not to be. To be, d'accord, mais to be où? Être qui? Il n'est pas dans l'interrogation collective, Wajdi Mouawad, mais dans l'appel à l'introspection. Et pourtant, ces héros sont la plupart du temps emportés par des événements politiques ou par des logiques communautaires qui les dépassent, qui les écrasent, qui les empêchent d'être eux-mêmes. L'individu dans le tourbillon des luttes de groupe, l'être humain qui veut tracer sa route sans obéir à un clan, mais qui ne peut s'en affranchir néanmoins complètement, tel est le ressort tragique de ses œuvres. La plus fameuse et flamboyante est Incendie, où son Liban déchiré lui offre le cadre d'un drame intime. Un homme en déshérence, tortionnaire, qui en vient à violer sans le savoir sa propre mère et à être le père et le demi-frère de ses enfants. La pièce est inscrite au cœur d'une tétralogie sur la quête des origines, dont Tous des oiseaux est finalement une suite plus romantique et spirituelle, peut-être tout aussi poignante.
Wajdi Mouawad est aussi un créateur transgressif. Il refuse que Bertrand Cantat, sa peine de prison effectuée, ne puisse plus exercer comme musicien et il le convie à participer à un de ses spectacles, provoquant un tollé. Il accueille aussi un spectacle empêché au Canada parce qu'il évoque les Indiens sans employer assez d'artistes natives. Tout comme ces personnages refusent d'être assignés à un destin parce qu'ils sont nés dans un pays ou dans une communauté religieuse, lui-même rejette les oukases de l'époque, revendiquant sa liberté. Ce qui résume le mieux Wajdi Mouawad est cette phrase comme une devise. La question « d'où êtes-vous » n'a plus de sens pour moi. La seule question à laquelle je peux répondre, c'est « où êtes-vous le mieux ?» Delphine, Cyrielle, où êtes-vous le mieux ? C'est une grande question. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Une autre question que soulève Christophe Barbier sur notre antenne. Pourquoi vous aimez beaucoup Wajdi Mouawad, Delphine Orviller ? Il est pour moi une immense source d'inspiration et particulièrement sur cette question de l'identité qui m'intéresse, qui intéresse beaucoup de gens. Lui, peut-être c'est lié incontestablement, c'est lié à son histoire libanaise, à son exil aussi. Je crois qu'il y a peu de pays tant que le Liban qui oblige malheureusement à penser quelle peut être la dévastation, parfois même le suicide national qui est lié aux ancrages et aux assignations identitaires. Je crois que voilà, Wajdi a une intelligence très particulière, cette pièce de théâtre qui est très longue d'ailleurs, mais qui est... Pour moi, ça a été une expérience théâtrale extraordinaire de découvrir Tous des oiseaux. Il y a notamment au cœur de cette pièce une scène d'un seder de Pessah qu'il interprète d'une famille réunie autour de la table. Et j'ai trouvé ça particulièrement extraordinaire, voilà, que ce metteur en scène chrétien, libanais, mette en scène l'identité juive à travers le monde, la sortie d'Égypte dans cette pièce, ce voyage incroyable dans la maison de l'autre. Voilà, pour moi, c'est une très puissante source d'inspiration. Et puis, j'ai eu la chance, pendant le confinement, d'écouter, il avait un journal de confinement, il avait un podcast, Wajdi Mouawad, qui est d'ailleurs toujours disponible, je pense, pour les auditeurs, qui a accompagné d'une façon très particulière mon propre confinement. Il a une sagesse particulière, je trouve, pour notre temps. Que l'on recommande et on peut aller écouter ce podcast ou encore peut-être bientôt aller découvrir cette pièce de théâtre. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Et tout de suite, c'est la chronique Émotion avec Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Delphine Orviller. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser aux artistes que vous aimez. On commence en musique avec votre chanson préférée. Il s'agit de chansons populaires de Claude François. On écoute un extrait. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une... Alors vous le dites. Excusez-moi, j'entends ma grand-mère qui chante là-dedans. Mamie Esther, si tu nous entends. Alors, vous le dites vous-même, Delphine Orviller, chanson populaire de Claude François. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est votre chanson préférée au monde, je vous cite. Une chanson dont l'histoire est assez singulière. Claude François l'a en effet piqué à un autre chanteur. Je m'explique, nous sommes en 1973. Le compositeur Jean-Pierre Bourter et le parolier Nicolas Skorsky, à ne pas confondre avec Nicolas Sarkozy, écrivent cette chanson pour le chanteur Ringo, ex-mari de Sheila. Sauf qu'un jour, Claude François tombe par hasard sur la maquette de la chanson. Il veut à tout prix la chanter. On lui dit que ce titre n'est pas pour lui, mais Clo-Clo insiste. On ne dit pas non à Clo-Clo. Résultat, il enregistre la chanson. Le titre décolle et se vend à plus de 600 000 exemplaires. Et surtout, mieux encore que tous les disques d'or, cette chanson deviendra plus tard la préférée d'une certaine Delphine Orviller. C'est une chanson qui vous met de bonne humeur ? Je sais pas, j'adore cette histoire d'entourloupe que je savais pas du tout, mais j'ignore complètement pourquoi cette musique, effectivement, elle est liée à mon enfance, à mes grands-parents, mais je l'écoute très souvent et elle a un effet magique sur mon humeur. Ben oui, parce qu'elle est entraînante, elle est dansante. On peut pas être malheureux quand on entend ce genre de musique et c'est souvent ce qu'on demande, mais pas que, Delphine Orviller, parce que après Claude François, on part en Tunisie. Oui, l'un de vos coups de cœur du moment, Delphine, c'est la chanson Tunisie d'Aurélie Saada. Je ne te connais qu'à travers leurs souvenirs. Tunisie, une chanson qui vient tout juste de sortir sur l'album Bombolini, une très belle chanson qui rend hommage à tout un pays. Le titre de l'album est d'ailleurs un clin d'œil aux délicieux beignets sucrés qui font la réputation de la Tunisie, que vous devez connaître, Cyrielle. Oui. Alors Aurélie Saada, une artiste que vous connaissez bien, Delphine, vous avez même joué dans son film Rose, sorti en décembre 2021, dans lequel vous apparaissez en femme rabbin. Femme rabbin dans un film, c'est quelque chose de plutôt rare. Alors ce film, il me raconte l'histoire de Rose, 78 ans, qui vient de perdre son mari, qu'elle adorait tant,
Et il y a une anecdote assez touchante sur ce film. Dans une scène, on vous voit faire une prière lors de l'enterrement du mari. Une scène pleine d'émotions, puisque si je ne me trompe pas, l'action est filmée devant les cercueils de la famille d'Aurélie Saada. Ça a dû être bouleversant. Est-ce que vous nous confirmez ça ? Oui, c'était assez bouleversant, troublant pour moi aussi de jouer ce rôle, parce que bon, j'ai l'habitude d'officier souvent à des enterrements, mais de le faire pour le cinéma, ça pose aussi une question. C'était pas évident pour moi d'accepter, mais j'ai un profond respect et une grande admiration pour Aurélie, pour son travail à la fois de compositrice, de chanteuse, de réalisatrice. Et je trouve que dans cette chanson-là, Tunisie, qu'on entend là, elle raconte très bien ce qu'est l'héritage. Justement, de quelle manière on hérite de choses qu'on n'a pas connues, dont on va faire quelque chose et qu'on va transformer. Elle en parlait déjà dans Rose, à sa manière. Et voilà, donc c'est le choix ashkénaze d'une chanson plus séfarade. C'est joliment dit. Et puisqu'on parle de séfarade, on va poursuivre dans l'univers culturel, le vôtre, Delphine Orviller, avec un humoriste que vous aimez beaucoup, qui s'appelle Gad Elmaleh. Oui, Gad Elmaleh, un humoriste qu'on adore tous ici et qu'on a même reçu le 14 février dernier, un jour de la Saint-Valentin. C'est dire si on l'aime beaucoup. Bah oui, on lui a sorti les bougies et tout et tout. Alors Gad Elmaleh, un ami qui vous est très cher, selon vos propres mots, Delphine Orviller, et qui vous fait toujours autant rire. On va se faire plaisir, on l'écoute et on en parle juste après. Un truc que j'aime bien faire quand je suis dans Paris aussi ou dans toutes les villes, c'est rentrer dans les églises. Ça me calme, ça m'apaise, j'aime bien les églises. Je sais pas, il y a une bonne odeur, il y a une bonne ambiance, les gens sont gentils, c'est cool. Je suis pas catholique et j'aime les églises, tu vois. C'est comme ça. S'il y a des juifs dans la salle, ils sont en train de se dire « Mais il est malin, Twina. Dieu, il va le taper, il va tomber avec la foudre. » S'il y a des musulmans, ils sont en train de se dire « L'église de Schumog. » Et les catholiques sont en train de se dire bah, « C'est formidable, raconte-nous !» Alors ce sketch de Gad Elmaleh, je ne l'ai pas choisi au hasard, puisqu'il évoque la religion catholique, un thème qui sera au cœur du prochain film de Gad Elmaleh qui s'appelle Reste un peu, et qui sortira le 16 novembre prochain, avec notamment Judith Elmaleh, qu'on recevra d'ailleurs ici même après-demain. Tout à fait. Alors une comédie qui reste, dans laquelle on vous retrouve aussi, Delphine Orviller, puisque vous faites partie du casting. Alors cette comédie, elle raconte l'histoire de Gad Elmaleh qui décide de rentrer en France, et pas seulement pour le couscous de sa mère, Cyrielle, puisque dans ce film, Gad Elmaleh doit en effet annoncer à ses parents qu'il veut devenir catholique et qu'il rêve de rencontrer la Vierge Marie. Alors Delphine Orviller, puisque vous êtes dans ce film, parlez-nous de votre rôle. Oui, je crois que Gad Elmaleh en parlera bien mieux que moi, mais simplement il m'a demandé de jouer, là encore, mon propre rôle, c'est d'avoir une discussion avec lui dans le film sur la question de l'engagement spirituel, du voyage entre les traditions. Je crois que Gad est quelqu'un de spirituel dans tous les sens du terme. Vous savez, en français, quand on dit spirituel, ça veut dire à la fois drôle et qui s'intéresse à la spiritualité. Et je pense que c'est un élément de sa force et aussi d'une certaine faille pour être en fait drôle et pour être engagé dans la spiritualité. Il faut connaître ses cassures. Il faut savoir qu'on n'est pas complet et tout puissant et voilà, et c'est le genre de discussion que moi j'aime beaucoup avoir avec Gad Elmaleh, parce qu'il n'est pas là où on l'attend sur ces questions-là, et il est prêt à remettre en question les frontières de la maison, et je pense que de ce point de vue-là, son film qui sortira cet hiver aura beaucoup de choses à nous faire débattre dans nos familles. Ça ne m'étonne pas du tout que vous soyez proche Delphine Orviller, parce qu'on voit justement cette question de l'identité qu'il cherche à pousser justement Gad Elmaleh, et n'hésite pas à repousser justement les limites de toutes les religions pour essayer d'aller comprendre. On l'a vu dans cette émission, on en avait parlé ensemble. On va passer à autre chose. Pour finir, Jérôme, vous allez parler d'un autre film particulièrement touchant. Oui, Cyrielle, un film vous a touché, Delphine Orviller. Il s'agit du film Les secrets de mon père de Vera Balmont, adapté de la bande dessinée de Michel Kichka. Alors un film d'animation qui sortira en salle mercredi prochain. Il y a eu une avant-première même le 11 septembre dernier au Mémorial de la Shoah, à laquelle vous étiez présente, Delphine Orviller. On écoute un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Pourquoi vous avez tous des numéros sur les bras? Ton père t'a jamais parlé d'Auschwitz? Non, pourquoi? Moi, je sais que c'est un numéro de téléphone. Ah bon, tu crois? Vas-y, fais le numéro. C'est nous qu'on voudrait savoir. Oui, savoir quoi? On sait que t'es allé à Auschwitz. Je vous interdis de prononcer ce nom à la maison. Les secrets de mon père, en salle mercredi prochain.
Un film qui se déroule dans les années 1960. Michel et son frère Charlie vivent une enfance épanouie en Belgique. Seule ombre au tableau, la discrétion de leur père sur son passé, rien ne filtre. Et pour cause, Henri Kichka, le père de ses 2 enfants, est le seul rescapé parmi tous les membres de sa famille des camps de la mort. Une douleur si pesante que les enfants n'entendront parler de la guerre que bien des années après. Alors une histoire qui n'est pas sans rappeler la vôtre, Delphine Orviller, Cyrielle l'évoquait en début d'émission, puisque vos grands-parents ont perdu chacun conjoint et enfant dans les camps de la mort. Et eux aussi, comme le héros de ce film, n'arrivaient pas à en parler. Vous avez même déclaré à ce sujet, ils sont revenus physiquement, mais il y a quelque chose de leur vie qui n'est jamais revenu. C'était devenu des morts vivants. Ils ont été murés dans un silence extrêmement profond dont j'ai hérité. Vous poursuivez en disant, ils ne pouvaient pas dire ce qui leur était arrivé tellement c'était horrible. Alors la sortie de ce film, c'est l'occasion de parler, je pense que c'est important, d'un sondage diffusé ce week-end et réalisé pour le Journal du Dimanche. D'après ce sondage, quasiment 1 jeune sur 5 ne sait pas ce que c'est que la Shoah, tandis que 34% des jeunes estiment que la Shoah est trop abordée dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements. C'est un sondage complètement fou. C'était évoqué aujourd'hui dans notre journal. Des chiffres qui font froid dans le dos, qui prouvent que des films tels que Les Secrets de mon père sont plus que jamais indispensables. Donc il sortira mercredi ce film. Et puis c'est l'occasion aussi de citer l'écrivain et philosophe Elie Wiesel, déporté en 1944 à Auschwitz, et qui disait « Le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde par l'oubli ». Oui, ces statistiques que vous venez de citer sont incroyables aussi par leur caractère absurde et paradoxal, de gens qui peuvent simultanément dire on en parle trop et j'en ai jamais entendu parler. C'est-à-dire que ça raconte à quel point finalement ce sujet reste tabou, inaudible, les gens ne veulent pas l'entendre. Et ce film, effectivement, a la puissance de pouvoir être montré dans les écoles, raconter formidablement ce qu'est le silence qui accompagne cette transmission de la mémoire de la Shoah. Il raconte aussi magnifiquement le passage qu'il y a eu à peu près au moment du procès Eichmann à Jérusalem, où ceux qui ne parlaient pas, en tout cas certains, c'était pas le cas de mes grands-parents, mais de beaucoup d'autres, ont commencé à parler et à témoigner. Et ça raconte bien, voilà, comment leurs enfants l'ont vécu. Qu'est-ce qu'on a pu dire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire, qu'est-ce que parfois on a pu dire aux petits-enfants qu'on n'a pas pu dire aux enfants. Voilà le lien entre les générations autour de cette tragédie. Les Secrets de mon père en salle mercredi prochain, un film dans lequel vous auriez peut-être pu jouer aussi, Delphine Orviller. Oui, alors je joue pas dans tous les films, ça m'arrive 2 fois, mais en tout cas, j'ai là encore une immense admiration pour Michel Kichka, pour ses talents de dessinateur et la façon dont, grâce notamment à Valérie Zanzati et Vera Belmont, a été scénarisée son œuvre. Merci beaucoup Jérôme Goulon. On se donne rendez-vous demain bien sûr sur cette antenne, et tout de suite c'est le coup de fourchette de Jordi qui vous croque désormais. Delphine Orviller sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans pain. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Delphine Orviller, bonjour. Alors avant de commencer... J'ai très peur là, Non, vous inquiétez pas, vous êtes en raccord sur le bleu, Cyrielle et vous. Avec vos micros, c'est parfait, c'est nickel pour un lundi, on est génial, on reste sur un lundi. Claude François évidemment le lundi au soleil. En ce moment il est là, merci. Donc avant de commencer peut-être je vais choquer Delphine ou Cyrielle sur ce que je vais dire, donc pour que tout se passe bien, est-ce que vous voulez un cachou? Voilà. Cyrielle, tu veux un cachou? Alors moi avec plaisir. Alors, on va raconter quand même pour les auditeurs. Ah oui, alors exactement, je viens de sortir pour les auditeurs qui nous écoutent des cachous, voilà, des petites gélules, j'ai envie de dire très bonnes. Alors Jordi ne sait pas ce que c'est, j'ai lu votre livre Il n'y a pas de hasard, et ce matin j'ai appelé Jordi, je lui ai dit Jordi, il faut que tu achètes des cachous. Il m'a dit mais qu'est-ce que c'est des cachous? J'ai dit Delphine en parlera sur Radio J. Oui, parce que effectivement pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre Il n'y a pas de hasard, il y a un leitmotiv, le personnage dans son monologue n'arrête pas de demander tu veux un cachou? Pourquoi? Alors je vais pas vous dire pourquoi en réalité. Il y a des éléments d'interprétation lacanienne, psychanalytique, kabbalistique, mais qui doivent rester un peu cachés. Mais chacun peut livrer, peut-être ça peut être un grand concours sur les ondes. Pourquoi dans le livre il est question de cachou. Eh bien écoutez, c'est l'occasion de soulever. Si quelqu'un a la réponse, faut pas hésiter à nous téléphoner sur Radio J, bien évidemment, quand je retrouve le numéro de téléphone que je vais donner dans un instant. C'est le 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26. Vous tapez 1 si vous avez la réponse. Jordi, c'est à vous. Oui, c'est toujours à moi. Donc voilà, donc j'ai ramené des cachous. Alors...
évidemment, les cachous. Vous aimez ça aussi, Cyrielle ? J'adore ça. Delphine ? Pas tellement en fait, mais... Ah, pas tellement ? Ah, ça m'embête un petit peu. Ok, j'allais dire que là, il y a peut-être je sais pas, quelque chose de similaire entre vous sur les cachous. Mais non, ok, alors, ça annule ma blague. Ce que j'allais dire... Oui, j'adore. C'est vrai ? Oui. Comme par hasard. Allez, bim ! C'était le jeu de mots du jour par rapport à votre livre. Je vous ai proposé un cachou parce que pour moi, donc, c'est une phrase qui revient souvent donc, dans votre livre. Et elle arrive au moment où vous devez plus ou moins forcer pour faire accepter quelque chose de pas très agréable à l'interlocuteur. Spoil. Voilà, c'est ça. J'ai appris que vous aimiez beaucoup le guacamole et plus particulièrement l'avocat. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas l'avocat. Je le préfère en profession. Pourquoi ? Parce que en fait, cette semaine, je me suis garé 5 minutes en double fil pour aller à la pharmacie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques jours plus tard, vlatipa que je reçois une amende pour stationnement très gênant sur voie cyclable, 135 € d'amende. Voilà, pour une double fil. J'accepte. Hein, c'est le jeu. J'ai perdu. Le lendemain, je reçois une nouvelle amende parce que cette fois-ci, je conduis avec des AirPods dans mes oreilles. Là, ça m'a énervé, donc j'ai fait l'avocat, j'ai contesté, évidemment. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je leur dis oui, excusez-moi, en fait, c'est pas des AirPods, c'était des boules caisses. Mais merci, grâce à vous, j'arrive à entendre. Merci beaucoup, merci aux forces de l'ordre, merci à la France, merci beaucoup. Voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, est-ce que je prendrais pas un petit cachou ? Parce que c'est à ce moment-là que j'ai tellement les boules que peut-être un cachou, ça m'aurait peut-être passé. C'est vrai. Alors, vous êtes là pour votre livre. Il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité. Vous avez dit il y a quelques jours qu'on n'était pas seulement les enfants de nos parents, mais aussi des livres qu'on a lus. Moi, je viens de finir 50 nuances de Grey. Et j'espère que je suis pas trop le livre que j'ai lu, parce que sinon, c'est un cachou, encore une fois, que j'aimerais reprendre, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Vous parlez aussi des 10 books, parce qu'en fait, Romain Gary, justement, sur Émile Ajar, qui était un peu son personnage fictif. Vous aussi, vous avez... Romain Gary est peut-être un de vos 10 books. Alors, pour les gens qui ne savent pas, les 10 books, ce sont des esprits, des fantômes, voilà. Moi, j'ai aussi un 10 book qui s'appelle Sylvain, c'est un ami, qui a un drap sur lui avec 2 trous pour les yeux, voilà, et je t'embrasse, Sylvain, si tu peux t'arrêter. Voilà, alors avec votre livre, j'ai appris qu'on avait plusieurs identités. Moi, de base, je pensais que j'en avais qu'une sur ma carte, ou alors, si je l'ai pas, mon passeport. Et évidemment, non, j'en ai plusieurs. Des expériences qui m'ont forgé, des goûts personnels que j'ai. Et malgré toutes ces identités, qu'est-ce qui peut nous rapprocher ? Et je pense avoir trouvé la réponse. Mais dites-moi si j'ai raison, Delphine Orviller. Est-ce que vous voulez un cachou ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordi, qu'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Jordi Stand-Up sur Instagram. On se donne rendez-vous lundi prochain. Vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, on poursuit cette émission avec notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs, bien sûr, notre coup de cœur du jour, notre expert du jour, juste après la pause suivie du journal de l'information. Restez connectés. 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 16h08, bientôt sur Radio J. Merci de nous avoir rejoints sur notre antenne avec mon invité Delphine Orviller pour son livre Il n'y a pas de hasard, sorti aux éditions Grasset. On passe un très bon moment ensemble, Delphine. Tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac que je vous ai promis. Le principe, il est simple, 10 questions avec 10 réponses relativement courtes en 2-3 mots si on peut. On tente ça ? Je suis nulle à ce genre d'exercice, mais allons-y. Allez, allons-y. La recette de l'amour, Delphine Orviller, c'est la confiance et la surprise. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. L'identité et trouver du temps pour mes enfants. 3e question, si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Un caméléon. Très bien. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? T'es pas là où on t'attendait. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? De plus dingue, de plus fou, de plus incroyable, de plus surprenant ? Je ne sais pas, rien ne me vient à l'esprit maintenant. Je vous répondrai demain, vraiment, là je sais pas d'idée. On s'écrira un petit SMS. La plus belle qualité humaine pour vous, Delphine Orviller ? Se mettre à la place des autres. Vos 3 grands plaisirs du moment ? Le guacamole, les avocats, danser et chanter du karaoké. Ça, c'est un de mes plaisirs absolus. Eh ben, écoutez, ça, c'est une information. Votre surnom, Delphine Orviller ? Les gens mes amis m'appellent souvent l'Arabine pour se moquer un peu de moi. Voilà, comme ça, comme si le titre était à décliner en toutes circonstances. Et quand j'étais petite, on m'appelait Finou.
Finou. Mais ne le répétez à personne, je dis ça, personne ne l'entend. Promis, ça restera entre nous, juré. Votre philosophie de vie? N'avoir jamais dit son dernier mot. Votre prochain rêve à accomplir? Je ne sais pas, devenir sportive. J'adorerais devenir sportive. Le dernier mot que vous aimeriez prononcer? Et... Notre émission continue avec maintenant nos auditeurs qui nous rejoignent sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Toujours avec Delphine Orviller sur Radio J. Tout de suite, c'est la séquence auditeur avec quelques questions. Sarah nous pose cette question. Quel est le moment le plus troublant de votre carrière, Delphine Orviller? Le moment le plus troublant de ma carrière, je crois que c'est des moments que j'ai très souvent en réalité quand j'accompagne dans mon métier de rabbin des gens. Je me rends compte que parfois vous êtes là pour accompagner des gens et vous allez trouver des mots pour les accompagner et vous ne savez pas d'où ils viennent. C'est l'expérience que je fais souvent par exemple dans les cimetières, dans l'accompagnement du deuil. Un moment troublant, c'est de voir que parfois on a la force de se tenir aux côtés des autres et on ne savait pas qu'on l'avait. Une question qui vient de Jérémy. Est-ce que vous avez été témoin de choses assez incroyables lors de veillées ou d'expériences un peu surnaturelles, entre guillemets? J'ai été témoin très souvent de coïncidences qui ne sont sans doute pas des hasards ou des hasards. Et je me dis toujours qu'on a le choix dans la vie entre interpréter ces hasards comme de purs hasards ou alors y voir des signes de quelque chose. Et moi, c'est vrai que je choisis en général d'y voir des signes, non pas pour être une illuminée, enfin voilà, mais parce que je crois que on grandit à vouloir interpréter ce qui nous arrive comme étant un signe pour nous. Une autre question, toujours de la même personne. Pensez-vous qu'il existe un monde parallèle? Je pense qu'il en existe, oui, beaucoup. En fait, vous savez, la tradition juive parle de Olam Haba, sans le monde à venir, sans définir exactement à quoi ça correspond. Est-ce que le monde à venir, c'est après notre mort, ou est-ce que, en parallèle à Olam Hazeh, à ce monde-ci, il y aurait un Olam Haba, c'est-à-dire d'autres mondes parallèles? Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que on habite toujours plusieurs mondes de la manière qu'on n'a pas qu'une seule vie. Se pose toujours la question des mondes parallèles dans nos existences. Moi, j'ai toujours cette question d'Delphine Orviller qui est de savoir quand on est au plus proche justement de nos morts, vous qui dites dans ce livre « Vivre avec nos morts », si justement vous avez vu des choses qui nous dépassent un petit peu ou ressenti des choses qui nous dépassent un petit peu, cette question qui est souvent soulevée sur cette antenne avec plusieurs invités qui croient à ces choses qui nous dépassent et est-ce que vous, dans votre fonction, vous en avez été vraiment témoin? C'est pas facile de répondre à cette question. Disons que j'ai l'impression que c'est pas le cœur de mon métier d'accompagnant. Moi, quand j'accompagne les gens dans les tragédies qui les frappent, les joies d'ailleurs, ou les peines immenses qui sont les leurs et le deuil, la question pour moi, elle est beaucoup moins de savoir qu'est-ce que je perçois que comment est-ce que, au contraire, j'honore leur pleine humanité. Comment est-ce qu'on est capable, quand on raconte quelqu'un et qu'on l'accompagne et qu'on parle de sa vie, de raconter tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a su être. Je suis désolée, je réponds pas vraiment à cette question. Je pense que la question du surnaturel, elle existe dans notre monde et dans nos spiritualités, mais je pense que dans la tradition juive, la question d'être là pour les autres est une question beaucoup plus prégnante que la question du surnaturel. C'est comment est-ce que on fait œuvre d'empathie et de présence pour les autres. On peut être. Alors Delphine Orviller. Et être ancré aux côtés des nôtres pour les accompagner dans cette vie-là me semble encore plus puissant et sacré. Le plus important, c'est aujourd'hui être maintenant. Merci beaucoup à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter tous les jours du lundi au jeudi, bien sûr, pour questionner nos invités en direct. Le numéro est le suivant, 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26 et tapez 1. Allez, tout de suite, dans cette émission, on va passer au coup de cœur artistique, Delphine Orviller. Et j'ai d'abord une question à vous poser. Est-ce que vous avez été, vous, mono en colo,
Est-ce que ça vous est arrivé? Ah non, j'ai été colonne. Non, On dit colonne. Oui, j'ai Vous jamais avez été été où? animatrice. Alors, dans plein de colonies de vacances, j'étais notamment au CCVL. D'ailleurs, avec Aurélie Saada, dont on parlait tout à l'heure, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'on était dans la même colo à l'époque, avec d'ailleurs beaucoup d'autres gens, certains qui sont devenus aussi connus ou reconnus. Et puis, j'étais au BBYO, et puis Shalom Loisirs. Ah, oui. Plein de colonies de vacances. Est-ce que vous avez fait les ZEI? Est-ce que vous avez tenté cette expérience? Eh bien non, et c'est un de mes grands regrets parce que je trouve que les gens qui sont allés aux ZEI ont une capacité à se débrouiller dans l'existence et je regrette vraiment de ne pas y être allée. Donc parfois j'aimerais faire croire que j'y suis allée, mais la vérité c'est que non. Écoutez, pour aujourd'hui, on va en tout cas parler avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Tout de suite, on découvre un coup de cœur en direct, David Zufrieden, si c'est bien comme ça que ça se prononce, alias Zuf, avec son titre Ensemble nos couleurs. C'est la chanson de lancement des 100 ans des ZEI qui fêtera bientôt ses 100 ans à l'été 2023. L'occasion de questionner notre invité autour de ce titre et d'en parler sur Radio J. Le ciel et tous tes amis, vive la magie des ZEI. Non mais j'y crois pas, ça fait 100 ans. Quelle belle histoire, c'est bien plus qu'un roman. Mais ta route garde le mouvement et lance un pio-pio pour chanter le lancement. Bâtisseur, viens laisser ton empreinte. La guitare rendra jalouse ton enceinte. Éclaireur, tu te rapproches du lion. Fais vibrer toute ta génération. Ton équipe, ton moteur, ton GL, des valeurs, ta famille chante en chœur. Ensemble nos couleurs, vas-y, ose bâtir. Demain, deviens acteur. Ensemble nos couleurs, vas-y, ose bâtir. Demain, deviens acteur. Ensemble, j'y crois pas, ça fait 100 ans. Quelle belle histoire, c'est bien plus qu'un roman. Mais ta route capte le mouvement et lance un pio-pio pour chanter le lancement. Tant d'étapes, tant de moments gravés. Ton foulard de plus en plus de lave. Le partage, le rassemble au carré. Le Shabbat autour de ta unité. Ton équipe, ton moteur, ton GL, des valeurs, ta famille chante en chœur. Ensemble nos couleurs, vas-y, ose bâtir. Demain, deviens acteur. Ensemble nos couleurs, vas-y, ose bâtir. Demain, deviens acteur. Ensemble nos couleurs. C'est la chanson Ensemble nos couleurs des ZEI. Bonjour David. Bonjour Cyrielle. Alias Zuf, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir en coup de cœur aujourd'hui pour découvrir cette chanson Ensemble nos couleurs. Et on a envie de savoir comment elle a été composée, comment elle a été créée. Ouais, alors c'est très simple. On a constitué une équipe de musiciens aux ZEI, donc des gens qui jouent de la guitare, certaines personnes chantent, d'autres composent au piano. On a fait une équipe, on a commencé à constituer les paroles, faire l'air ensemble, et à un moment, on s'est dit, bon bah, let's go, on va en studio d'enregistrement pour le faire un petit peu sérieusement. Et cette chanson, c'est la chanson du lancement des 100e, et il y en a une des 100 ans officiels qui va tomber dans quelques mois. Donc l'idée, c'est de se dire, de rassembler tous ces enfants autour d'une même musique, d'un même hymne, pour célébrer les 100 ans des ZEI, ce qui est quelque chose d'incroyable. J'adore. Vraiment, bravo. Merci. C'est super. C'est entraînant, ça donne envie de danser. C'est un petit peu comme la chanson dont on parlait tout à l'heure de Claude François. On écoute ça, on a envie de sourire. Bien évidemment, vous avez un univers artistique aussi à vous. Bien mais sûr. D'abord, vous êtes moniteur, vous êtes colon, vous êtes aux ZEI depuis combien de temps? On a envie de savoir un petit peu tout ça. J'ai commencé les ZEI à l'âge de 11 ans. Donc vous en avez 22? Exactement, donc ça fait 11 ans que je suis aux ZEI. Donc j'ai commencé en colon, donc je me suis fait animer, on participait aux activités, etc. Et puis très vite, on a l'envie de grandir, on commence à être chef d'équipe, on commence à s'occuper des enfants. On a cette mission un peu de grand frère qui se met en place dans le mouvement. Et puis on arrive au moment d'animateur, donc on passe derrière le rideau, on comprend comment est ficelée l'organisation et en fait tous les enjeux d'un mouvement comme ça, parce que
Faut pas oublier que les EI, donc on peut penser que c'est une colonie comme les autres, mais ça reste un mouvement scout. C'est donc ça. On a des engagements, on a certaines valeurs à respecter. C'est quoi les engagements, les valeurs ? Franchement, c'est assez simple. Ça reste la bonne action quotidienne. Voilà, nous on nous apprend que quand on nous met un foulard autour du cou, c'est un signe distinctif qui nous permet de se souvenir en fait qu'il y a une action à faire par jour. Pour le bien, en fait. On a une devise qui est pour le bien, toujours prêt. Donc, c'est une colo et un mouvement qui construit des futurs acteurs du bien, si j'ai envie de dire. Est-ce que finalement, aller aux EI, c'est pas un acte un peu militant aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'est pas un peu les jeunes écolos de demain ? Alors, c'est un mouvement apolitique, d'accord ? Mais à mon avis, bien sûr... L'écologie n'est pas politique pour voilà. certains. Mais évidemment, il y a évidemment des valeurs écologiques, c'est-à-dire dans le scoutisme, on fait tout nous-mêmes, etc. Après, bon, évidemment, quand on est sur un camp avec 100 enfants, il y a de la pollution et on fait tout pour essayer de le réduire le plus possible. Mais évidemment que je pense qu'être aux EI, c'est un engagement pas politique, mais un engagement en tout cas humaniste. C'est joliment dit. Alors vous chantez aussi David. Votre nom de famille, comment il se prononce exactement ? Alors c'est Zufrieden. Zufrieden. Zufrieden pour les plus yiddish d'entre nous. mais voilà. Mais alias Zuf pour vous découvrir sur les réseaux sociaux. Vous avez un univers bien à vous. Vous chantez depuis longtemps aussi. Vous avez un titre qui s'appelle Polaroid. Exactement. Vous nous le faites en direct ? Avec grand plaisir. Allez, on découvre. C'est quand vous voulez. Zuf avec ce titre Polaroid sur Radio J. Un flash de la vie qui s'alcoolise, capturé comme Polaroid. Me demande pas de contrôler ma folie. Polaroid, Scarface très impoli. J'ai pas commencé que je crois que j'en ai trop dit. Fais le gang mais n'a pas une graine à Tony. La peine fait que je l'accueille de façon conviviale. Y'a que pour mes frères que je cogite en vrai. J'ai cru en l'amitié, maintenant je suis hésitant. Si on veut des passes, on veut des écrans. Train de vie très étrange, on se fatigue, on se détend. Hey. Sous Hollandolé, on se détend. Sous Hollandolé, on se fatigue, on se détend. Passe-temps, y a pas de quoi dramatiser, non. La drogue douce est dans le tempo. J'ai ces top lines dans la tête, la night à la matinée car la drogue douce est dans le tempo. J'pose dans les temps, je vais pas me mettre à camper, non. Ça te fout des crampes. J'pose mon texte, c'est que le début du taf. La vie d'artiste, il croit que j'ai rien foutu de la semaine. Cerveau en piège, m'en sers que de certaines. La vie m'apprend des choses, la vie m'apprend des choses. La vie m'apprend des choses qui au final me servent ailleurs. Focus dans mon délire, je te rappellerai. Cet après-midi, je graille une prod. Quel délice en peignoir, fuck, supreme. Sous Hollandolé, on se détend. Sous Hollandolé, on se fatigue, on se détend. Passe-temps, y a pas de quoi dramatiser, non. La drogue douce est dans le tempo. J'ai ces top lines dans la tête, la night à la matinée car la drogue douce est dans le tempo. Merci beaucoup David sur l'antenne de Radio J. David alias Zuf. On vient vous voir sur vos réseaux sociaux, bien évidemment, découvrir votre univers très varié. Avec plaisir. Et puis bien sûr, on va suivre de très près les 100 ans des EI où j'imagine qu'il y aura un événement pour se faire. Ouais, bien sûr, on va tous se rassembler. On n'a pas encore l'adresse, mais on va être au nombre de 7000. Donc les EI, c'est quelque chose de très musical. Il va y avoir une veillée chant géante organisée avec, à mon avis, aussi un peu de Claude François qui va passer. On connaît tous les paroles, tout le monde chante en même temps et c'est là-bas qu'on peut vraiment bien s'éclater. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Bonne chance pour la suite et à très très vite, bien évidemment. Allez, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble et tout de suite, c'est donc votre portrait Delphine Orviller vu par Sandy Boulanger. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Bonjour Delphine. Alors c'était une émission riche en rebondissements et en partage intime et puis intellectuel aussi. Vous avez commencé d'ailleurs à nous parler avec le verbe réfléchir. Alors réfléchir, c'est penser, mais c'est aussi renvoyer la lumière à un accent près. Et on sait que dans l'histoire, ça peut changer beaucoup de choses. Vous avez à cœur de ce qui se développe à l'intérieur, au niveau de ses pensées, mais aussi de nos émotions, et ce qui peut surtout se partager pour nourrir l'extérieur, mais c'est aussi vice-versa. Vous appréciez les silences,
comme les échanges, dans lesquels il est possible de trouver des réponses questionnantes. Vous aimez bien jouer sur cette dualité qui n'est jamais opposée, mais qui permet de mettre suffisamment de confusion pour laisser la place à naître quelque chose de nouveau. Alors finalement, c'est difficile de pouvoir vous suivre, peut-être, parce que vous êtes beaucoup en mouvement. Vous voulez être libre de tout adjectif qualificatif qui sont comme autant de cases limitantes. Et cette énergie dans vos chemins de vie, où vous avez changé d'avis, de pays, de voie professionnelle, mais finalement, qu'est-ce qui relie tout ça ? C'est le lien. Vous êtes à l'écoute de l'autre et vous en êtes proche, tout en étant toujours à l'écoute de vous. Il y a un double mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, le moi, le toi, pour finalement revenir dans le nous. C'est un mot très fort aussi en grec, ce nous, qui est un niveau de spiritualité et d'union qui est assez intéressante. Et je vous parle de la Grèce parce que Delphine, eh bien, en Grèce, vous avez à Delphes ce temple consacré où il est écrit « Connais-toi toi-même ». Eh bien, je crois que vous avez aussi bien incarné cette mission-là. Vous avez à cœur de vous connaître, à connaître les autres et à le partager. Vous dites que, quitte à faire un pas de côté, vous vous autorisez à pousser un excès dans votre personnage, votre dernier livre. Ça permet toujours de créer cet état un peu de « je n'ai plus l'habitude, je suis un peu perdu et je vais continuer à me questionner ». Cette identité, vous la pensez aussi en termes d'attributs féminins et masculins que chacun peut avoir à l'intérieur de soi. Et vous dites quelque chose qui est très beau. Vous dites que l'attribut féminin, c'est faire de la place à l'autre pour qu'il s'y abrite. C'est quelque chose de délicat, de reposant, de restructurant aussi. Et à côté, j'ai envie de vous dire aussi que Jung disait que l'attribut masculin, cette énergie masculine, c'est le fait d'explorer le monde extérieur. Alors, il y a toujours ces doubles mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Finalement, comme c'est dans la confusion qu'on permet d'avoir un questionnement infini pour renaître à soi-même et cheminer, qui est un mot que vous avez beaucoup utilisé, avec celui aussi d'obsession, mais où il y a souvent 3 petits points pour pouvoir laisser le questionnement, il y a toujours cette ouverture pour vous, ce renouveau. Alors, un portrait, ce ne sont que quelques traits entendus et notés, et vous êtes bien plus encore, tout en étant relié à l'humanité avec humour pour ne pas être là où on vous attend. Vous l'avez bien fonctionné. Et en attendant Godot, eh bien, il n'y a pas de hasard. C'est joliment raconté. Merci beaucoup, Sandy Boulanger. Un portrait qui vous ressemble, Delphine. Oui, dans lequel je retrouve bien des éléments qui sont mes valeurs un peu sacrées, notamment en filigrane la peur de s'installer un peu trop, la quête de liberté et la peur de tous ces moments où on est un peu trop sédentaire dans l'existence qui nous font un peu oublier de réfléchir ou de devenir. Merci beaucoup, c'était très touchant. Merci. Merci Sandy Boulanger. Une petite conclusion. Oui, j'avais envie de dire, c'est intéressant ce que vous partagez sur cet ennui, justement, cette peur de cet ennui, parce que c'est souvent ce qui motive les êtres qui sont pleinement vivants aussi, d'avoir la crainte que si jamais on s'arrête un peu, on se solidifie et du coup on n'avance plus. Donc je vous retrouve bien dans ce que vous dites. C'est une peur qui est très constructive et qui ouvre beaucoup à l'autre, c'est très beau. Ouais. Moi je pense au personnage de la Bible, vous savez, de la femme de Lot qui se retourne et qui devient un pilier de sel. Je pense que ça menace beaucoup d'entre nous quand tout à coup on se stabilise, d'être tout figé. C'est vrai. Il faut s'efforcer d'éviter le chemin de la femme de Lot. Il faut rester en mouvement. Ouais. Merci beaucoup Sandy Boulanger, que l'on retrouve désormais tous les lundis sur Radio J. C'est la fin de cette émission, Delphine Orviller. Déjà, le temps est passé très vite. C'était génial, merci beaucoup. Et quelle équipe super vous avez. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Il n'y a pas de hasard, Delphine Orviller, sorti aux éditions Grasset. On vient ce soir ? Ah, ce serait formidable et je voudrais saluer la comédienne Johanna Nizar qui va jouer ce rôle d'Abraham Ajar. Johanna Nizar, c'est une comédienne extraordinaire, époustouflante. C'est mis en scène par elle et par Arnaud Aldiger. Et je vous invite à aller les applaudir. Ils ont fait quelque chose d'assez incroyable de ce texte. Eh bien, écoutez, on va venir. Rappelez-nous exactement où ça se trouve parce que je perds mes feuilles. On est au Plateau Sauvage à partir de ce soir pour jusqu'au début octobre. Ensuite, on va dans plein d'endroits et on arrive en décembre, notamment au rond-point des Champs-Élysées, mais on sera entre-temps à Suresnes, à Villejuif,
à Toulon un peu plus tard dans bien des théâtres. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Delphine Orviller. Merci beaucoup à l'artiste Zuv de nous avoir fait découvrir ce titre ensemble, Nos couleurs, pour les 100 ans des EI, d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Anthony Cavana pour son nouveau spectacle Happy. En attendant, ce soir à 21h, vous ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar, sa bande de chroniqueurs et ses invités, suivi du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. Bonne journée et belle journée à tous et à demain sur Radio J.